Alors, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci Cécile Cloutour pour cette introduction, présentation. Évidemment, un grand merci à Susanna Gallego Cuesta et aux équipes du Musée des Beaux-Arts de Nancy, à Véronique Baudouin pour leur accueil, pour m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très content, honoré, et je suis aussi très content de voir beaucoup de visages amis aujourd'hui. Donc, c'était très intéressant et un vrai challenge aussi de se poser cette question, de participer à cette rencontre sur l'accompagnement et la valorisation de l'art urbain. Et je vous propose donc une présentation, un parcours sur effectivement le commissariat de l'art urbain. J'ai choisi ce titre, Curating Out of Place, je vous dirai pourquoi, avec un sous-titre peut-être un peu trop grandiloquent, critique, état des lieux du commissariat d'art urbain. Déjà, état des lieux, c'est un peu impossible d'établir un état des lieux exhaustif de tout ce qui se fait depuis les tout débuts de l'histoire disons, du graffiti writing, en termes de commissariat d'exposition et d'organisation d'exposition. Mais justement, c'est pour ça que j'anticipe, que j'ouvre ce terrain par le mot critique dans son sens plus étymologique. Donc, faire des choix, séparer, décider ce dont je vais essayer de parler aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer quelques idées qui sont évidemment rien que mon avis et que ça ouvre, j'espère, ça pourra ouvrir, j'espère, à une discussion. Et avant de commencer, je souhaite poser une question peut-être un peu déplacée, vu qu'on parle de out of place, un peu déplacée dans ce contexte. Donc, accompagner, valoriser l'art urbain, est-ce vraiment nécessaire? Alors, bien évidemment, la réponse est oui, parce que on a fait beaucoup de chemin depuis les années, fin des années 60, 70, depuis l'apparition du graffiti writing à New York ou Philadelphie. Et évidemment, on parle de pratiques qui ont évolué, qui se sont beaucoup transformées, qui se sont historicisées. Et donc, il est évidemment nécessaire aujourd'hui s'interroger sur l'histoire, sur les récits, sur les manières d'exposer et de parler et d'exposer ces pratiques. Mais cette question me permet d'ouvrir une autre question. Donc, oui, accompagner et valoriser l'art urbain, mais dans quelles conditions? Et c'est à cette question que je vais essayer essentiellement de répondre. Donc, curating out of place. J'aimerais m'attarder un instant sur cette définition, sur ce concept de out of place, que je pourrais traduire en français par déplacé ou hors lieu, hors place. Pourquoi out of place? Personnellement, en m'interrogeant sur l'histoire et sur la nature, l'éthos de l'art urbain, petite parenthèse, en parlant d'art urbain aujourd'hui, et là je parle à titre personnel, je vais me référer essentiellement à toutes ces expériences de création dans l'espace urbain ou non, mais qui ont un lien direct avec l'expérience du graffiti writing new-yorkais, donc qui partagent avec le graffiti new-yorkais le même ethos, si l'on veut, qui en dérivent, qui se sont institutionnalisés, qui sont passés dans le White Cube, mais qui l'ont fait, disons, avec un certain nombre de réflexions, de transformations et de conscience. Donc, de toute manière, je vais surtout parler de art urbain qui a un lien historique fort avec l'expérience du graffiti writing new-yorkais. Et c'est à partir du graffiti writing new-yorkais que j'aimerais parler de ce concept de déplacé. D'abord, donc, out of place. Si on, recherchant très rapidement sur des dictionnaires en ligne, donc le Cambridge Dictionary donne de out of place cette définition, in the wrong place or looking wrong, not comfortable in or not suitable for a situation. Et déplacé est défini par le Centre national des ressources textuelles et lexicales en français, ce qui n'est pas ou plus à sa place, qui ne se trouve pas à la place qu'il devrait occuper,
qui ne convient pas, qui n'est pas conforme à l'usage, donc inopportun, intempestif, ou aux bonnes mœurs, inconvenant, malaisant, incorrect, hors de propos. Alors, l'histoire de l'art occidental, dans le monde occidental, s'est essentiellement développée à partir d'un certain moment, plus ou moins à partir de la Renaissance, autour de la nécessité de présenter, d'exposer les œuvres d'art dans des lieux bien définis, souvent des lieux fermés. Ces lieux, c'est les musées, ce sont les collections, après on a eu les galeries, mais essentiellement, l'Occident a délégué à partir d'un certain moment l'expérience esthétique des œuvres d'art à des lieux bien définis. Donc, on a un peu intégré, incarné en nous cette idée que pour accéder à l'art, il faut rentrer dans des lieux. Après, il y a eu aussi une pratique, depuis toujours en Occident, de l'art dans l'espace public. Mais cette pratique de l'art dans l'espace public, qui s'exprime à travers la construction de monuments ou d'interventions d'art public aujourd'hui dans des places, dans des lieux de la ville ou non, dérive toujours d'une façon administrée de traduire l'art de la création vers l'expérience esthétique et donc de la présenter aux autres. Donc il y a toujours un rapport descendant, si l'on veut, à la possibilité, à l'ouverture de l'expérience esthétique. Alors, lorsque l'art a lieu dans des lieux qui ne sont pas, appropriés à l'expérience esthétique, qu'en Occident n'ont pas été historiquement définis comme des lieux pour l'expérience esthétique, c'est là que l'art devient out of place, qui devient déplacé. Le graffiti writing new-yorkais, qui naît essentiellement comme un jeu compétitif et pas comme une pratique artistique, pas tout de suite, mais qui le devient sous peu, après quelques temps, très rapidement, est un exemple parfait de quelque chose, d'une pratique artistique ou, si l'on veut, tout simplement de création. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bon. De création qui a lieu, qui naît en dehors de ces espaces délégués à l'expérience esthétique. Et donc, c'est un art que, pour plusieurs raisons, d'abord des raisons de propriété et de propreté aussi, de décor de l'espace urbain, résulte entièrement out of place, résulte entièrement déplacé. Pour faire quelques exemples visuels, donc là, on mêle un peu de graffiti writing avec des interventions qui ne sont pas de graffiti. Je parle des interventions de John Fechner dans le Bronx dans les années 70 sur les immeubles brûlés de cette époque. Et il y a aussi des captures d'écran, des styles, des photos de John Ahr tirées par The Faith of Graffiti, bien évidemment, et de styles du très beau film de Manfred Kirchheimer, Stations of the Elevated, de 1981. Donc là, pour vous dire, il y a une pratique de création qui a lieu sur les façades d'immeubles abandonnés, brûlés, ou sur, bien évidemment, les voitures des trains du métro new-yorkais. Là, il y a d'autres images. Il y a le terrain vague de Stalingrad à Paris, ou encore les anciens magasins généraux à Pantin, qui sont devenus depuis quelques années désormais le QG de BTC. Il y a des photos que j'avais prises il y a un moment à Pantin, dans des friches, des terrains vagues, où l'on trouve presque toujours des interventions de writers. Voilà, il y en a encore quelques-unes. Il y a aussi, là c'est des exemples qui viennent d'Italie, là on est déjà au-delà du graffiti writing, donc du tag, mais il y a des interventions à la fois figuratives ou abstraites ou
peut-être entre les deux, toujours réalisés dans des lieux désaffectés ou sur les façades de squat ou dans des lieux infrastructurels comme des ponts, comment dire, des viaducs, etc., ou des architectures post-industrielles. Là encore, des exemples de photos venant d'un ancien garage militaire qui n'existe plus à Bologne. Donc, tous ces lieux où le graffiti ou le street art se déploie historiquement dans sa dimension originale, donc de pratiques spontanées et illégales, ludiques même, je dirais, m'ont toujours fait penser qu'il fallait d'abord essayer de trouver une définition pour ces lieux. Et j'ai trouvé des définitions qui me convenaient, d'abord dans trois théoriciens très importants, à partir de Marc Augé, dans son texte très connu Non-lieu. La définition de non-lieu que Marc Augé donne, c'est des lieux non identitaires, non historiques, non relationnels. C'est le contraire de la définition donnée par Marcel Mauss de lieu identitaire, ou un lieu est défini en tant que tel si c'est un lieu identitaire, historique et relationnel. Marc Augé étend cette définition non seulement à des lieux comme ceux qu'on a vus, mais il parle surtout de non-lieux lorsqu'il pense aux grands centres commerciaux, aux aéroports, aux stations de service sur les autoroutes. Mais on pourrait dire que ces lieux désaffectés que je vous ai montrés sont des lieux qui manquent d'une certaine manière de relationnel, d'histoire dans le sens où ils ont bien évidemment une histoire, mais c'est une histoire qui a été qu'on a voulu d'une certaine manière effacer. Et c'est des lieux qui parfois ne sont pas historiques parce que ils dérivent, ils découlent d'une surexploitation de la édile du territoire à l'ère, si l'on veut, du capitalisme tardif. Une autre définition dans laquelle je me retrouve en pensant à ces genres de lieux est celle donnée par Henri Lefebvre dans son Le droit à la ville, lorsqu'il parle de lieux marginaux d'un point de vue géographique, d'un point de vue politique, économique et culturel, des lieux qui résultent de explosion de la ville, toujours à l'ère du capitalisme tardif. Et pour finir, une autre définition très connue donnée par Gilles Clément dans son manifeste du tiers paysage, des lieux indéfinis ou délaissés, c'est-à-dire des terrains vagues, des chantiers, des ponts, des sous-passages, des tunnels, des gares d'étriage, des trams métropolitains. Donc, ça, c'est pour donner une introduction à cette idée de non-lieu. Il y a une autre définition que j'aime beaucoup, et celle de interstice urbain, sur laquelle le sociologue italien Andrea Mubi-Brighenti a publié en 2013 un livre collectif qu'il a curaté, Urban Interstices, et donc les interstices sont essentiellement des lieux faibles, si l'on veut, des lieux mineurs qui se situent entre deux ou plusieurs lieux forts. Donc c'est une définition alternative, si l'on veut, de friches, de terrains vagues, même de tiers paysages, mais qui devient un peu plus abstraite, donc qui permet des définitions, un usage peut-être un peu plus étendu. Et comme dit Andrea Mubi-Brighenti dans son introduction, l'entre-deux renvoie au fait d'être entouré d'autres espaces qui sont plus institutionnels, soit dotés d'une identité plus forte et donc plus reconnaissables ou typiques. Donc traditionnellement, les interstices ont été associés à des espaces délaissés, générés comme des sous-produits de la planification urbaine. Les interstices sont ainsi imaginés essentiellement comme des friches, des terrains vagues ou des ruines en dégradation. Donc, l'art qui naît dans ces lieux est un art déplacé par définition, toujours un peu à mon avis, parce que c'est un art qui naît dans des lieux qui ne sont pas des lieux, ou évidemment le sont, mais sont des lieux que pour plusieurs raisons, ont été surexploités,
à un point qu'ils n'ont plus de valeur ni historique, ni relationnelle, ni identitaire. Mais bien évidemment, c'est des lieux au sein desquels il se passe quelque chose, et ce quelque chose peut-être transforme les lieux, un des lieux identitaires, un des lieux historiques et un des lieux relationnels. Un autre aspect qui m'a toujours un peu interrogé, sur lequel je me suis toujours interrogé, c'est le rapport entre le signe et la surface. C'est-à-dire, lorsque un artiste urbain intervient illégalement sur une surface, sur un volume, quel est le rapport qui s'instaure entre le signe qu'il ou elle laisse sur cette surface et la surface préexistante. Donc, je me dis que si on accepte de parler de non-lieu, évidemment c'est une définition qui se discute, mais si on accepte de parler de non-lieu, on doit accepter aussi peut-être l'existence de non-surface, c'est-à-dire de tout ce que, pour employer un mot utilisé par Rem Koolhaas, junk space, tous ces espaces, ces volumes et ces surfaces qui passent peut-être inaperçus durant notre expérience pratique, durant notre quotidien de la ville et de l'urbain. Alors là, je vous fournis quelques exemples photographiques de surfaces que, au moins personnellement, peut-être dont je ne m'apercevrais pas forcément s'il n'y avait pas des graffitis dessus. Donc je pense aux marches des escalators, je pense aux portes des voitures, des trains métropolitains, de volumes techniques ou de conteneurs où on peut déposer des textiles, des vêtements. Et donc, ces surfaces, qui sont des surfaces purement utilitaires, des junk space, comme on l'a dit, et pratiques, qui composent les éléments architecturaux des non-lieux, mais qui soudainement apparaissent grâce à la présence de ce signe. Il y a une très belle citation de Walter Benjamin dans un essai de 1917 de la peinture où le signe est la marque, qui dit « La ligne graphique », donc c'est une courte théorie de la peinture et du dessin, toujours dans la manière fragmentaire de Benjamin. La ligne graphique caractérise une surface et la détermine en se la subordonnant comme son fond. La ligne graphique donne à son fond une identité. Je trouve que c'est disons une manière assez appropriée de définir le rapport qui s'instaure entre le graffiti dans ce cas, ou le street art réalisé illégalement, et les surfaces sur lesquelles le graffiti et le street art vont intervenir. Là, je vous fournis deux exemples. À gauche, c'est un graffiti réalisé par Scab sur le mur et par Risotte sur cette voiture abandonnée. C'était dans un ancien garage désaffecté à Pantin qui n'existe plus. Et à droite, il y a une pièce réalisée par 108, par l'artiste italien 108 Guido Bisagni, dans une ferme laitière abandonnée à Vedriano, réalisée en 2014. Donc ce que l'on voit, c'est vraiment un rapport, je trouve, dialectique entre le signe et la surface. C'est-à-dire, loin d'effacer ou de vouloir nier l'existence du mur, de la surface préexistante, le signe laissé par l'artiste rentre dans un rapport, oui, de conflit, mais de conflit dialectique, c'est-à-dire se pose comme antithèse par rapport à une thèse préexistante. La thèse préexistante est la thèse architecturale. Donc il y a le paysage bâti, qui est une thèse forte, c'est une présence forte qui influence la vie des personnes, loin d'être une intervention ornementale et donc servile, si l'on veut, au paysage architectural préexistant. L'intervention, dans ce cas du graffiti, et d'où, si l'on veut appeler comme ça street art, dans le cas de 108, c'est une intervention anti-ornementale, c'est-à-dire une intervention qui se subordonne la surface préexistante comme son fond. Et donc, en ça, le rapport dialectique entre la thèse architecturale et l'antithèse graphique produit celle qu'on pourrait définir une œuvre-lieu, si l'on veut. Donc le déplacé qui devient vraiment un genre artistique à part entière.
Or, cela me permet de, vu qu'on cite 108, je voulais vous lire quelques mots que j'ai pu recueillir durant un entretien que j'ai eu avec lui, que j'aime beaucoup citer souvent parce que je trouve que c'est très significatif de ce rapport entre les artistes et les lieux ou non-lieux et les marques, les signes que les artistes laissent dans ces non-lieux. Donc, il parle du lieu où l'artiste a grandi, la vallée du Pô. Donc la vallée du Pô est une sorte de banlieue ininterrompue. Ce qui unit les artistes du nord de l'Italie, c'est que nous portons tous en nous l'expérience et la mémoire de ces lieux, en bien ou en mal. Nous y avons traîné avant même d'y aller pour peindre, lorsque nous étions enfants et que nous nous promenions à vélo autour des usines abandonnées, des entrepôts et des terrains vagues. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces lieux n'ont jamais vraiment été habités. Ils ne sont peuplés que d'outsiders. Je pense surtout aux voyeurs, aux prostituées, aux nomades, aux marginaux de toutes sortes. Et encore, vers 2004, lorsque j'ai réalisé que pendant des années, je m'étais promené tout seul en faisant des taches noires dans ces lieux inhabités et spectraux, j'ai aussi réalisé que pour moi, ces lieux étaient devenus une sorte d'obsession, que j'avais besoin d'y aller de m'y rendre pour créer mes formes. Je me suis rendu compte que j'étais moi aussi un outsider et que ce que je faisais était incompréhensible pour la plupart des gens. Pas seulement le fait de créer ces taches noires, mais le fait de les créer dans ces lieux. Or, il y a un rapport, donc ce rapport dialectique entre signe et lieu, signe surface et artiste et lieu, c'est un rapport étrange, bizarre. Il y a quelque chose de perturbant qui découle de ce rapport. Donc il parle de spectre, il parle de lieux inhabités et spectraux, et cela me permet d'introduire un autre aspect de cette esthétique du déplacé que j'essaye là dont j'essaye de parler. Et c'est la définition de weird donnée par Mark Fisher, philosophe et critique britannique disparu en 2017. Donc, dans son texte, dans l'un de ses textes les plus célèbres, The Weird and the Eerie, souvent Weird et Eerie sont utilisés comme des synonymes. Il y a des nuances que Mark Fisher détaille dans son essai, mais que là je traduis par l'étrange et le perturbant. Donc l'étrange et le perturbant nous permettent de voir l'intérieur du point de vue de l'extérieur, ce qui veut dire le réel et critiquer le réel par le biais de fiction extrañante, aliénante, la science-fiction, l'horreur, le fantasy, etc. Donc, comme nous le verrons, l'étrange est ce qui n'appartient pas à la réalité. L'étrange apporte au familier quelque chose qui se trouve ordinairement au-delà de celui-ci. L'étrange est un type particulier de perturbation. Il implique une sensation de fausseté. Une entité, un objet étrange l'est au point qu'il nous donne l'impression qu'il ne devrait pas exister, ou du moins qu'il ne devrait pas exister ici. Donc il y a aussi encore une autre possible définition de déplacé, de déplacement, de out of place. Donc quelque chose qui ne devrait pas être là. Alors, la critique la plus basique, premier degré, qu'on peut entendre par rapport au graffiti, parce qu'ils salissent, parce que ce n'est pas leur propriété, c'est qu'ils ne sont pas à leur place, c'est qu'il y a une place appropriée pour faire du graffiti et du street art. Et cette place, pour faire de l'art tout court, il y a une place, et cette place, ce n'est pas la rue, ce n'est pas la propriété privée, il ne faut pas salir, etc., etc. Donc, je me dis que chez les personnes qui perçoivent le graffiti, le street art réalisé illégalement comme une sorte de menace, comme quelque chose, oui, de menaçant, il y a cette sensation de weird, d'étrangeté. On se retrouve face à des signes que l'on n'arrive pas à déchiffrer, que l'on n'arrive pas à comprendre. On voit souvent dans des fictions, dans des films des années 70, des années 80, New York, toujours représenté par cette surcharge de graffiti, ce qui était la vérité, mais qui fait de fond toujours à des situations très marginales, très tendues, la criminalité, etc., etc. Donc, le graffiti et le street art, lorsqu'ils gardent leur ethos des origines dans l'illégalité, dans la spontanéité, sont toujours
toujours des pratiques artistiques weird, au sens où Mark Fisher en parle dans ce texte, qui est d'ailleurs, donc weird, on peut aussi s'attarder un peu sur la définition et l'étymologie, donc quelque chose de très étrange, inhabituel, inattendu ou non naturel, étrange et différent de ce qui est naturel ou ordinaire, donc tout ce qui sort de l'ordinaire. Mais après aussi, weird, c'est une évolution de la catégorie de début XXe siècle freudienne de l'inquiétante étrangeté, du perturbant et de ce qu'en anglais on appelle uncanny. Donc, on a parlé de nature spectrale en lisant les mots de Guido Bisagni de 108, une nature spectrale de ces lieux. Or, l'un des aspects en philosophie qui définit le spectre en tant qu'entité, c'est le fait d'être quelque chose qui n'est plus et n'est pas encore. Ça, c'est au moins la définition qui donne le philosophe danois Mark Haglund. Donc, la figure du spectre ne peut être jamais pleinement présente, elle ne possède pas d'être en elle-même, mais marque une relation avec ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas encore. Et c'est exactement ce que l'on retrouve, enfin cette dimension, dans des lieux comme les friches, comme les terrains vagues, où on perçoit qu'il y avait quelque chose auparavant qui n'est plus. Donc une construction, quelque chose qui existait et quelque chose qui n'existe pas encore. Donc ces lieux, moi, ces lieux, ils m'intéressent énormément. Enfin, je passerai mon temps à les explorer parce qu'il y a toujours cet aspect très spectral de quelque chose qui avait une fonction, avait une vie, avait une identité, avait une histoire et qui ne l'a plus et qui n'en a pas encore une nouvelle. Parce que souvent, les terrains vagues, les friches, c'est des lieux qui attendent d'être remis en construction. Et souvent, à l'intérieur de ces lieux suspendus, dans cet état de suspension ontologique entre quelque chose qui n'est plus et quelque chose qui n'est pas encore, il se passe quand même toujours quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le graffiti ou le street art illégal. Vraiment, si on va partout, à Paris, en France, aux États-Unis, en Italie, moi, à chaque fois que j'arrive à entrer ou à voir l'un de ces lieux, sauf s'ils sont extrêmement protégés, mais c'est presque jamais le cas, c'est des lieux qui ont été accessibles à des graffeurs et qui ont réalisé quelque chose. Mais ils ne sont pas les seuls à réaliser quelque chose dans ces lieux. Une autre chose que l'on remarque, c'est la présence de plantes adventices, de mauvaises herbes. Donc ça aussi, c'est un aspect qui m'intéresse de cette esthétique du déplacé. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'étrange alliance vivante, très vivante, entre créateurs humains et créateurs végétaux. On pourrait même parler presque peut-être de créateurs animaux, mais bon, là, peut-être on va un peu trop loin. Mais au moins, le fait qu'il y a des agents vivants, humains et non humains, qui créent au fond des formes, parce que les plantes ont des formes évidemment, ont des formes qui sont prédéterminées par la nature, par leur biologie, mais en même temps, c'est des formes qui se déploient spontanément dans l'espace qu'ils ont à disposition. Et donc, il y a cette idée souvent des interstices urbains comme des lieux de déclin, mais en fait, non, ce n'est pas du tout un lieu de déclin urbain, c'est un lieu au contraire de grande spontanéité urbaine, où il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs, là où tout est administré et tout est institutionnalisé. Donc, l'interstice, c'est un lieu de transformation perpétuelle ininterrompue. Les tags et les mauvaises herbes en tant qu'agents de décomposition de ces espaces, si l'on veut, mais tout agent de décomposition crée quelque chose de nouveau. Donc, les deux entretiennent une relation vivante et créatrice avec l'environnement entourant. Donc, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, par exemple, dans la définition d'élan vital de Henri Bergson dans l'évolution créatrice. Donc, quelque chose, une force, la force vitale qui permet à tout être vivant, végétal, animal, etc., de transformer toute portion d'espace qui se trouve devant lui ou elle, et par le biais de cette transformation, créer quelque chose de nouveau, ajouter quelque chose de nouveau au monde préexistant.
il y a là, c'est ce que je vous propose peut-être de références, beaucoup trop de références, mais il y a aussi, évidemment, dans la pensée d'Emanuele Coccia, de choses que je retrouve dans cette idée de l'interstice ou d'alliance plante-graffeur. Donc, enfin, quand il parle des plantes, il dit les plantes ne sont pas seulement les artisans les plus fins de notre cosmos, elles sont aussi la forme de vie qui a fait du monde le lieu de la figurabilité infinie. Les interstices sont des lieux potentiellement de figurabilité infinie, tant qu'il y aura des graffeurs et des plantes qui s'approprieront continuellement cet espace et ces surfaces. Et après, dans l'essai très célèbre de Jean Baudrillard sur les graffitis new-yorkais, lorsqu'il parle des graffitis, les graffitis refont des murs et des pans de la ville encore sans fin ni commencement, en tatouant les murs, les délivrent de l'architecture, les rendent au corps mouvant de la ville avant le marquage fonctionnel et institutionnel. Donc là, c'est pour terminer cette partie, ce que j'aime appeler une esthétique de l'infestation. Donc l'esthétique du déplacé, c'est aussi une esthétique de l'infestation. Infester signifie veut dire ravager un endroit par des invasions, des actes de violence réitérés, pénétrer dans un organisme et l'envahir, le rendre malsain. En latin, l'étymologie d'infester vient de infesto, donc attaquer, ravager, envahir, ou infestus, hostile, dangereux, menaçant. Donc encore une fois, c'est tout ce qui est perçu comme menaçant et donc comme weird, qui crée quand même quelque chose de nouveau. Et donc, tout comme les mauvaises herbes, le graffiti illégal a le pouvoir de bouleverser la hiérarchie ordinaire de l'ornementation. À travers l'infestation, ils se soumettent les lieux et l'architecture en tant que ses propres ornements. Ils ont tendance à subordonner l'architecture à leurs besoins intimes de chaos esthétique, donc figurabilité infinie, comme le dit Coccia dans son livre, et insurrection par le signe, comme le dit Baudrillard, ce qui est l'essence même de leur élan vital. Alors, pour résumer, la spécificité, la singularité esthétique du déplacé, c'est justement cet élan vital qui tourne les lieux ou les non-lieux en d'autres types d'espace, et surtout donc c'est une esthétique weird qui, par son propre déplacement, permet de créer des formes nouvelles, des récits nouveaux, et permet quelque chose que d'autres types de créations plus institutionnelles, plus traditionnelles, plus conventionnelles, peut-être ne permettent pas. Alors, si c'est cet aspect qui fait le quid de la singularité esthétique du graffiti, du street art, de l'art urbain, et si on se pose la question, comment valoriser, accompagner l'art urbain, moi je me dis, il faut penser à comment préserver, conserver ou accompagner cet ethos originaire, cette spécificité esthétique. Et là, je vais faire quelques exemples. Donc, conserver, curater, le déplacer. Le graffiti writing, vraiment, il a fallu très peu d'années dès ses origines pour que quelqu'un commence ou décide ait l'idée de se dire tiens, c'est génial ce qui se passe, il faudrait l'exposer quelque part dans un lieu, disons, plus approprié peut-être. Donc il y avait eu des expositions auparavant, mais celle-là, c'est la première où il y a eu, si l'on veut, un espace un peu pas institutionnel, c'était un artist space, mais il y a eu un petit catalogue et il y a eu surtout une étude à la base, parce que c'était Hugo Martinez, qui était un étudiant de sociologie, qui a réuni les artistes qui, à cette époque, les graffeurs qui, à cette époque, les writers qui, à cette époque, envahissaient le métro new-yorkais, et qui a organisé l'une des premières expositions. C'est cette peinture, ce tableau de Lady Pink que moi j'aime personnellement, j'ai toujours aimé parce que je la trouve très symbolique aussi de ce qui se passait à cette époque. Lady Pink qui s'auto-représente et qui pointe le doigt vers une voiture complètement whitewashée, peinte en blanc, alors qu'il y a d'abord une voiture où il y a son tag, une pièce et une pièce de signe, et qui marque, disons, cette peinture symboliquement la fin d'un âge d'or du graffiti, parce que c'est le moment où les autorités new-yorkaises commencent à réprimer le phénomène du graffiti. Ce qui mènera après à la campagne Tolérance Zéro dans les années 90. Mais en soi, ces tableaux
la symbologie, la symbolique de ce tableau est forte parce qu'il s'agit d'un tableau fait en premier lieu, c'est un tableau fait par une graffiti writer qui décide de auto-représenter son propre monde sur un format qui n'est pas le format d'origine de ce monde. Donc ça pour dire quelques mots sur l'institutionnalisation, l'artification, si on veut employer le mot proposé par Nathalie Heinig et Roberta Shapiro, du graffiti writing à cette époque. Parlons des expositions. Donc, là, je vais vous proposer différents types d'expositions. Évidemment, comme je le disais au début, j'ai dû faire des choix. Ce n'est pas un état de lieu qui peut se dire tel parce que le temps est limité. Et ce serait très intéressant que quelques historiennes de l'art puissent faire un travail très approfondi sur toutes les expositions qui ont eu lieu sur le graffiti, le street art et faire vraiment une cartographie complète. Mais je citerai 4 expositions, à mon avis, historiques disons, qui marque un peu le passage du graffiti writing, des origines ou de la culture liée au writing vers l'institution. Il y a une exposition qui a eu lieu au PS1 à New York New Wave, curatée par Diego Cortez en 1981. Il y a une exposition encore pas trop connue hors d'Italie, c'est l'exposition de Francesca, curatée par Francesca Linovi à la Galerie Comunale d'Arte Moderna de Bologne en 1984, Arte di Frontiera. Il y a High and Low, Modern Art and Popular Culture, où, si l'on veut, un peu pour la première fois, les deux curateurs, les deux commissaires, Kirk Varnedo et Adam Gobnik, font une comparaison entre la culture graffiti, entre autres, parce qu'il y avait la bande dessinée, il y avait d'autres, disons, productions venant des cultures dites populaires ou sous-cultures, et fait une comparaison entre ça et l'art soi-disant high. Et ça à l'intérieur du temple de l'art moderne et contemporain, et donc le MoMA. Il y a une exposition curatée par Jeffrey Deitch, il me semble, j'ai oublié de noter le nom, je vais retrouver, qui avait eu lieu la première fois à Yerba Buena, au Yerba Buena Center for the Arts à San Francisco en 2004, mais qui après a voyagé, arrivé même à Milan en 2006 à la Triennale. Et c'est Beautiful Loser, c'est un aperçu un peu plus si l'on veut, varié de la culture graffiti, de la culture skate, toujours avec des renvois avec la culture dite soi-disant élevée, officielle, institutionnelle. Il y a eu des expositions que moi, peut-être j'appelle de manière un peu trop, pas trop généreuse, premier degré, où, disons, le street art passe tout simplement de la rue au musée. C'est l'exposition Street Art à la Tate Modern à Londres, curatée par Cedar Lewis en 2008, où il y a eu des artistes très, très importants comme Blue, JR, Nunca, Osgemeos, sur la façade de la Tate Modern à Londres. Il y a Art in the Street, curaté par Roger Gastman et Aaron Rose. Et après, il y a des expositions, pas historiques, mais historiographiques, qui contribuent à la reconstruction des récits, à la conservation des œuvres et de leur diffusion. Bien évidemment, on est dans la rue à la Fondation Cartier, CTS Canvas à Graffiti from the Martin Wong Collection en 2014 au musée de la ville de New York, le pressionnisme curaté par Alain-Dominique Galizia à la Pinacothèque de Paris en 2015, et Street Art Banksienko, l'arte allo Stato Urbano, curaté par Christian Modeo et Luca Ciancabilla au musée de l'histoire de la ville de Bologne. Donc ça, c'est, disons, 3 typologies d'expositions dont je voulais vous parler très rapidement et qui permettent déjà de se poser la question, qu'est-ce que font les historiens de l'art, les curateurs, les commissaires d'exposition, les critiques d'art pour parler de ce phénomène et de quelle manière. Après, il y a bien évidemment aussi les festivals. Donc le festival, c'est un format. Le festival de street art, c'est un format
qui a connu beaucoup de succès depuis que le street art est devenu quelque chose, donc a existé. Je vous en citerai deux que j'ai pu visiter, fréquenter, personnellement j'ai beaucoup apprécié. Par leur approche très différente, mais qui me semble paradigmatique de qu'est-ce qu'un festival, un bon festival de street art, ou au moins de la réflexion à la base de la construction du festival. Donc il y a Bien Urbain à Besançon, curaté par l'association Justicie et par David qui est présent aujourd'hui. Et donc je tenais à souligner, disons, le payoff du festival ardent et avec l'espace public. C'est avec, entre parenthèses, qui est très important. Pour vous montrer quelques images, c'est un festival donc, qui, si je ne me trompe pas, de 2011 à 2022, il y a eu plusieurs éditions et qui a impliqué beaucoup d'artistes avec des types d'interventions très différents. Là, on voit une intervention monumentale de Euro, des interventions beaucoup plus petite échelle par le duo napolitain Chop et Caf, une installation urbaine interactive par Lolo et Susako et une performance proposée par Brad Downey. Mais pour revenir à la parenthèse avec l'espace urbain, je vous parlerai de cette intervention de Échif, la propriété, en fait, dans à Besançon, dans la ville de Proudhon. Donc là, c'est une citation, évidemment, la propriété, c'est le vol par Pierre-Joseph Proudhon. Là, c'est typiquement l'approche que ce festival a par rapport au territoire et aux communautés qui vivent dans le territoire, c'est-à-dire les œuvres sont réalisées, mais après, nul n'empêche que ces œuvres suivent les transformations voulues par la communauté qui se trouve dans le territoire. Cette pièce a été, souvent investie par, j'imagine, par des gens qui passaient, qui avaient besoin de compléter, par exemple, le titre de l'œuvre par C'est le vol, PJ Proudhon, c'est le vol putain, et même jusqu'à afficher des affiches, par exemple, par des associations de militantes féministes. Il y a eu tout type d'intervention, même de défacement, il me semble, non ? Voilà, donc ça, c'est une approche que je trouve très intéressante parce que, de par la qualité des choix artistiques, et aussi une autre question très importante, le fait de attribuer, accorder la curation, le commissariat du festival à chaque fois à des artistes, ça permet une approche dont je parlerai dans quelques instants, plus incarnée et plus peut-être située à l'art urbain, parce que c'est les artistes qui réfléchissent sur ça à la base, accompagnés par une association et un support curatorial. Le deuxième festival dont je souhaite vous parler, c'est le Fame ou Fame Festival à Grottaglie qui a eu lieu de 2008 à 2012. Là, on est dans un autre type de configuration parce que c'est un festival qui se veut la plupart des fois réalisé dans l'illégalité. Alors ça c'est intéressant parce que le festival, on a dit, c'est un format qui a proliféré en Europe ou ailleurs à partir des toutes premières années 2000, peut-être même un peu avant, et durant les 2010 on a vu des festivals un peu partout. En Italie par exemple, il y a eu un moment où tous les communs, toutes les municipalités voulaient leur festival d'art urbain. Ce festival, il est né dans une petite ville des Pouilles, connue surtout pour la production millénaire de céramique. C'est un festival où essentiellement, le format il était très simple. L'organisateur, le curateur Angelo Milano, il invitait des artistes qui étaient ses amis d'abord pour faire des choses de manière totalement illégale dans l'espace urbain, parfois en obtenant la permission des propriétaires des surfaces, mais toujours de manière un peu do-it-yourself. Sans parler avec les institutions. Donc là, c'est pour vous donner quelques exemples
de ce qui y réalisait. Il y a eu des réalisations, par exemple, dans un couvent abandonné du XVIe siècle. Donc là, vous voyez le déplacé vraiment dans sa, je trouve, dans sa version la plus extrême, on peut, parce qu'il y a des interventions d'art illégal à l'intérieur d'un lieu qui, souvent ces genres des lieux sont protégés par le patrimoine en Italie. Et là, il y a cet effet un peu de court-circuit entre l'architecture préexistante, historique, et des interventions qui sont très contemporaine, très cryptique, parfois très weird. D'ailleurs, quand je parlais de perception de l'hostilité, de la menace, c'était le cas pour ce couvent, parce que les gens de Grottaglie, quand ils ont vu certains signes, certaines représentations, ont pensé qu'il s'est passé des rituels sataniques à l'intérieur du couvent. Donc il y a eu des articles vraiment assez drôles sur ça. Il y a eu aussi, toujours à l'intérieur de ce couvent, des interventions vraiment très trash. Par exemple, celle-là par Nag. J'ai une vidéo, mais peut-être s'il y a du temps, je vous la montrerai après, sur cette intervention. Il y a un épisode assez connu de ce coq qui a été réalisé par Eric Elkann durant la première édition et qui après sa présence dérangeait les habitants du quartier des céramiques de Grottaglie. Donc il a été effacé quelques mois plus tard ou peut-être l'année suivante. Et l'édition suivante, Eric Elkann est retourné à Grottaglie et a réalisé l'enterrement, a dessiné l'enterrement du coq, toujours illégalement parce que donc il y a eu une petite visite de la police durant la réalisation de la pièce. Et donc là c'est le point de vue de l'organisateur du festival qui a donné durant une interview pour les magazines d'art contemporain Art Tribune en 2014. C'est intéressant parce qu'après, il faut savoir que ce festival, donc, il s'est terminé en 2012 par le choix de l'organisateur, du curateur. Il disait les premières années, c'était beaucoup mieux car le festival engendrait des contrastes. Cela était très amusant. Ensuite, vu la renommée que les artistes invités étaient en train de gagner, la presse et Internet ont commencé à diffuser la rumeur que Fame était un événement qu'il fallait défendre, soutenir. Conséquemment, les contrastes ont disparu, le tout s'est affaibli dans un consensus général, littéralement dicté par les médias. Plus l'article était con, plus il conférait de l'autorité au festival. Bon, ça, c'était un peu le point de vue. Alors, après, on reviendra sur le cas du Fame, mais là, je voulais vous proposer des approches curatoriales que je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas si je suis très convaincu de ce mot, de cet adjectif expérimental, mais qui c'est des approches curatoriales qui se posent le problème du déplacé et du déplacement du déplacé, si l'on veut. C'est-à-dire, lorsqu'on doit traduire l'art qui naît dans la rue illégalement, mais qui est en quête de reconnaissance aussi par le monde de l'art institutionnel, de l'art contemporain, parce qu'il y a des qualités plastiques, il y a des qualités du discours, il y a quelque chose qui s'ajoute au discours artistique dominant. Alors, lorsqu'on veut faire ce type d'opération, de quelle manière on peut conserver cet ethos des origines, cette spécificité, cette singularité esthétique, sans que cela se banalise, sans que l'on tombe un peu dans le kitsch ou dans le premier degré, de traduire la peinture murale de l'extérieur à l'intérieur. Et moi, je citerai comme premier exemple 2 expositions curatées par Raphaël Schachter à Somerset House à Londres en 2014 et en 2016. La première, c'est Mapping the City, et la deuxième, Venturing Beyond. Ces 2 expositions donc, ont amené à l'intérieur d'un cadre très institutionnel, très classique aussi comme celui de Somerset House, des artistes tels que Antoine Orphée, Brett Downey, El Tono, Filippo Minelli, voilà, beaucoup, Saio, mais l'ont fait d'une manière en se posant la question comment cet art évolue et se transforme dans le passage du dehors au dedans.
Et Raphaël Schachter, il parle notamment, il a forgé ce concept de intermural art intermural, qu'il définit comme une pratique qui occupe l'espace vital entre la rue et l'atelier, entre l'indépendant et l'institutionnel, et par laquelle les artistes s'emparent désormais du modèle du graffiti et du street art en tant que concept, méthode, éthique, et la transforment en un nouveau style artistique. Donc c'est un art dont ce qui est intéressant pour ces curateurs, pour cette approche curatoriale, c'est arrêter, s'attarder sur l'entre-deux, sur la phase de passage du dehors au dedans. Vous montrer deux pièces que je trouve assez éloquentes. Par exemple, à gauche, il y a une pièce de El Tono, une installation d'El Tono réalisée pour Mapping the City. C'est des sculptures qu'il a réalisées et qui reproduisent des trajectoires que l'artiste a fait dans certaines villes. Donc, vous voyez, il y a un rapport entre le outside et le inside qui se synthétise par une forme sculpturale. Et le cas de Antoine Orphée, Antoine Orphée qui a commencé lui aussi en faisant du graffiti, en faisant partie de la du cru pâle parisien, pâle avec Moza, Tomek, Saïo, entre autres. Et Antoine Orphée est un de ces artistes qui, par exemple, aiment ou prétendent, ont vraiment le souhait, le désir très compréhensible de mon point de vue, de séparer totalement leur activité en dehors du cadre institutionnel et à l'intérieur du cadre institutionnel. Donc là, si par exemple on pouvait demander à Antoine Orphée qu'est-ce qu'il pense d'une intervention de ce type, si c'est du graffiti, il dit non, absolument, c'est de la peinture, c'est de l'installation. Mais c'est une peinture qui dérive et qui a beaucoup de choses en commun avec l'expérience du graffiti, dans sa nature, dans son déploiement plastique, dans son exécution, dans sa manière aussi d'être déplacé. Qu'est-ce qu'elle fout de la peinture sur des gonflables de bain, par exemple. Donc vraiment cette association entre un objet très atypique et de la peinture nous interroge sur toujours ce maintien d'un ethos de déplacement. Et l'autre exposition expérimentale, entre guillemets, que je souhaite citer, c'est la morsure des termites qui a eu lieu au Palais de Tokyo en fin 2023 et jusqu'au début de 2024, curatée par Ugo Vitrani, qui était aussi le curateur du Lascaux Project, qui a eu lieu pendant des années dans les souterrains, dans les locaux du Palais de Tokyo, fraîchement rénové à l'époque. Alors là, par exemple, on a deux choses, deux exemples qui sont assez intéressants parce que ont la même curation, le même commissariat à la base. Mais par exemple, le Lascaux Project, qui est quelque chose qui a été très utile, qui a permis à beaucoup d'artistes aussi de montrer leur travail à l'intérieur d'un cadre institutionnel, mais toujours à travers le passage du mur au mur, de l'extérieur à l'intérieur. Donc c'est toujours un peu ce premier degré qui... il n'y a rien de mal, hein. C'est juste que c'est une approche autre que celle de cette exposition, qui est une exposition à la fois historiographique, mais qui n'est pas historiographique comme l'étaient les autres qu'on a vus tout à l'heure. Les autres expositions comme Street Art Bantenko, Né dans la rue, présentaient une histoire du graffiti, une historiographie du graffiti. Là, c'est différent, c'est inversé. C'est une historiographie de l'art contemporain par le prisme du graffiti. Donc, c'est une mise en relation du graffiti avec l'art contemporain, ou mieux, l'art contemporain filtré par des expériences venant du graffiti. Et c'est ce qui fait, je trouve, l'intérêt de cette exposition. Dans le statement de l'exposition, on lit « agissant par parasitage, par télescopage, par fantasme, par friction, par contresens ou par amitié », la morsure des termites tente une relecture spéculative de l'histoire de l'art, envisagée sous le prisme du graffiti. Le graffiti non pas comme sujet ou esthétique, mais comme expérience, comme attitude, comme imaginaire, comme pensée souterraine. Donc c'est vraiment à l'aune de cette pensée souterraine que cette exposition propose un autre récit de l'art contemporain à travers le graffiti, et non pas en incluant le graffiti.
C'est très important aussi cet élément de ou par amitié, parce qu'on l'oublie souvent, mais le graffiti, c'est aussi une histoire, c'est surtout, moi personnellement, j'aime surtout penser à l'histoire du graffiti writing comme une histoire d'amitié, parce que c'est quelque chose, on a souvent ce récit du graffiti lié aux gangs, lié à la criminalité, mais à la base, le graffiti, c'était des groupes d'adolescents très très jeunes qui étaient liés vraiment d'amitié et qui s'amusaient, perdaient leur temps à dessiner sur les trains, à regarder les trains défiler. Et je trouve que c'est, disons, peut-être, ça devrait devenir un peu le récit dominant de l'histoire du graffiti writing. Encore une fois, il y a une pièce de Orphée. Là, c'est une installation à la fois sculpturale et audio-vidéo, immersive. Et après, tout à l'heure, je vous parlais de l'approche incarnée située, représentée par exemple par le fait d'attribuer, de confier le commissariat du festival Bien Urbain à des artistes. Je parle d'ailleurs de l'un des artistes qui ont curaté une exposition de Bien Urbain, qui ont fait partie de plusieurs éditions de Bien Urbain, c'est-à-dire Echif. Je cite un projet, entre autres, il y en a beaucoup, c'est vraiment un travail extraordinaire, celui d'Echif. Ce projet qui s'appelle Free Painting et qu'il a réalisé à Panjim en Inde en 2017. Donc il dit dans son site et dans son blog, pour essayer de m'impliquer dans la communauté de Panjim, j'ai décidé d'y trouver un emploi. J'ai acheté des pinceaux et de la bonne peinture et j'ai commencé à arpenter les rues en proposant mes compétences de peintre professionnel. Afin de me faire connaître et de commencer à obtenir des bons emplois, j'ai décidé d'offrir mes services gratuitement. J'ai mis mes mains et mes pinceaux. Ils m'ont mis leurs murs et leurs idées. Un travail parfait pour un travailleur aliéné et obéissant, manquant de créativité, et une bonne thérapie pour se débarrasser des mauvaises vibrations du dogme du street art. Que Dieu sauve les muralistes. Donc ça, c'est un peu le flyer qu'il avait réalisé pour ce projet. Et c'est un projet, déjà, vous voyez, on parle de projet. Donc projet, c'est un mot qu'on utilise souvent dans le monde de l'art ou qu'on utilise même dans la recherche. Non, il faut déposer un projet de recherche, ou un projet d'art urbain, un projet. Projet, c'est un mot qui dérive d'un autre contexte sémiotique. Oui, celui de l'architecture, celui du management, etc. Mais que l'art, depuis que c'est quelque chose de très administré, a évidemment intégré dans son vocabulaire. C'est moi qui dis c'est un projet d'artiste, mais en fait c'est quelque chose là aussi de très spontané. C'est-à-dire Echif a rencontré les personnes, les habitants, les commerçants de Panjim et a échangé avec elles et eux. Leur a demandé quelle est votre vie, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voudriez que je réalise, que je représente sur le mur de votre boutique ou de votre maison. Et donc à chaque fois, il y a des récits, des histoires que après le peintre réalise sur les façades avec une échelle très humaine, très petite, pas monumentale, des personnes, des habitants, des communautés. Donc, je trouve ça, pourquoi c'est une approche située ou incarnée? Parce que déjà, c'est l'artiste que sans aucune médiation externe, de manière très spontanée, mais très, très réfléchie, sans besoin de commissaires, des critiques, d'institutions, quoi que ce soit, fait quelque chose en gardant donc cet ethos de spontanéité, même très ludique, très ironique, des origines, et les fait d'une manière très intelligente, très intéressante, produit quelque chose, je trouve là encore de nouveau, d'inédit un peu. Et ça, ça fait partie vraiment de la méthode des chiffres depuis les débuts. Donc là, par exemple, l'image à droite, la personne qui avait ce petit hôtel disait: est-ce que tu pourrais représenter une plante parce que je n'en ai pas beaucoup, comme ça voilà. Donc c'est ce qu'il a fait. Troisième et dernière partie, je vous le promets, stratégie d'intégration et de fuite, retour au non-lieu, éventuellement. Alors, intégration. Tout à l'heure, on a parlé de Orphée.
Orphée qui fait partie ou faisait partie du cru Pâle. Un autre membre de ce même cru, c'est Alexandre Bavard, qui utilise le blaze, le nom de rue Moza. Là, on est face à deux pièces de la même personne, très différentes. Donc, il y a un graffiti réalisé par Moza dans un garage abandonné à Pantin, celui où vous avez vu tout à l'heure le graffiti de Scab, qui fait aussi partie de Pâle, et de Risotte, qui fait aussi partie des Pâles. Et à droite, une sculpture réalisée en plâtre, toujours par Moza, mais qui, là, signe Alexandre Bavard, avec son propre nom. Et encore... il y a une performance, une danse conçue par le même artiste qui naît de l'auto-observation. Donc l'artiste s'est filmé en train de taguer des murs et a essayé de, tout simplement, à transformer ses propres mouvements en une chorégraphie. Donc, et il en a créé une performance, une danse. Ce que Moza dit, c'est depuis un moment, j'ai décidé de ne pas utiliser mon blaze de rue pour ce que je fais en tant qu'artiste. J'utilise mon vrai nom. Le fond, Alexandre Bavard, le fond est de dire que ce qui est à la rue reste à la rue. Si tu es quelqu'un avec un engagement artistique qui a compris de quoi s'agit-il, le graffiti légal, gratuit, libre, tu le laisses à la rue. Après, tu peux t'inspirer de son énergie et le transformer, la réinjecter d'une autre manière dans ta pratique artistique en créant de nouveaux langages. Je pense qu'il y a un épuisement dans le graffiti, mais que toute sa force, tu peux la réutiliser autrement dans le champ de l'art contemporain aussi. Donc c'est très éloquent comme point de vue, et je trouve, oui, très, très cohérent aussi, parce que ce n'est pas renier ses propres origines, et ce n'est pas non plus les banaliser en les traduisant simplement de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est une manière de les faire évoluer, d'accompagner soi-même ce récit vers des nouvelles phases. Donc là encore, une réalisation en extérieur. Donc qu'est-ce qu'il a fait pendant des années, parce qu'il continue toujours avec ce format. Alexandre Bavard, il a arpenté beaucoup de friches, de terrains vagues, où il a recueilli des objets, des déchets, pour la plupart, qui ensuite a transformé en... objet archéologique. Ce projet encore une fois, ces corpus de pièces, ça s'appelle, le titre c'est Neo-Archeologia. C'est toujours en cours comme projet, même si là j'avais indiqué 19. Et donc là, vous voyez, c'est aussi une pratique qui naît de l'arpentage d'espaces, de non-lieux, d'espaces où les artistes, les graffeurs vont réaliser illégalement leurs pièces. Mais là, c'est une autre manière de vivre ces espaces, c'est-à-dire s'approprier des objets qu'on y trouve, les transformer, les créer, les recréer, les reproduire un corpus archéologique venant d'un futur ou d'une situation science-fictionnelle, dystopique. Donc là encore, c'est faire évoluer les choses, ajouter des nouveaux récits, un récit qui s'est, comme Alexandre le dit, peut-être un peu épuisé. Là, il y a encore quelques pièces, je vais vous montrer. Et après, stratégie, on a dit stratégie d'intégration, stratégie de fuite. Le cas le plus emblématique, c'est celui de l'artiste italien Blue. Donc, il y a le cas berlinois. En 2007, en 2008, Blue avait réalisé les deux peintures murales que vous voyez à gauche et qui ont été beaucoup reproduites aussi dans des livres d'art dédiés au street art, à l'art urbain. Dans le blog de Blue en 2011, on voit un post, une photo avec deux cartes postales. Il dit, accompagné de cette légende, quand tu commences à remarquer des cartes postales avec les peintures murales que tu as fait dans la ville, je suppose qu'il est temps d'arrêter de peindre. C'était sa pensée. Et en 2014, Blue recouvre ses propres peintures en noir. La raison, elle est donnée par un associé de Blue, Lutz Henke, qui, à travers le Guardian, déclare du 19 décembre 2014 « Les peintures murales sont devenues les principales attractions et le mantra du célèbre Berlin pauvre mais sexy.
du maire récemment décédé Klaus Wowereit. Elles ont pris leur place involontaire dans cette réalité en tant que lieu de pèlerinage de visite guidée du street art berlinois, en tant que sujet de photos pour d'innombrables cartes postales, couvertures de livres et pochettes de disques. La ville a commencé à utiliser l'esthétique de la résistance pour ses campagnes de marketing. Mais à cette époque, le quartier était déjà en pleine gentrification, avec des violentes protestations contre la hausse des loyers. Et bien sûr, l'art, en particulier l'art public très visible, il suffit de penser à Banksy, contribue à ces processus. Le deuxième cas est le cas de l'exposition dont on a parlé tout à l'heure, Street Art Banksy & Co, qui a eu lieu à Palazzo Pepoli, musée de la ville de Bologne, de l'histoire de la ville de Bologne, en juin 2016, où il a été employé une technique du 19e siècle, Christian, corrige-moi si je me trompe, une technique du 19e siècle nommée stacco, détachement, pour détacher des dessins, des peintures murales que Blue avait réalisés en 2006 dans un ancien garage nommé Casaralta, qui n'existe plus, qui allait être démoli, et ont été transposés sur des toiles. Donc c'est un cas qui évidemment a fait beaucoup parler, a permis aussi au discours d'évoluer, de se complexifier. Et je me souviens de tout le débat et de ces années qui ont été assez rock'n'roll sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Donc dans ce cas, Blue a employé la même solution qu'il avait employée à Berlin, c'est-à-dire que les peintures murales qu'il avait réalisées à Bologne ont été recouvertes de peinture grise. Donc là, c'est celle qui est devenue emblématique parce que c'est la façade d'un ancien centre social occupé, d'un ancien squat, où Blue avait dessiné dans un style qui rappelle un peu, voilà, si on veut, la bataille d'Alexandre Issos de Alderfer, une scène qui est riche en référence au Seigneur des Anneaux, à Star Wars, où essentiellement c'est la guerre entre la Bologne des méchants, du maire, des politiciens, des bouchers, contre la Bologne qui résiste, qui est celle donc des membres du centre social occupé du squat. Et donc vous voyez par exemple, il y a une bataille qui se joue avec à coups de mortadella d'un côté et de pastèque de l'autre, pour remarquer aussi l'adhésion très forte et très militante de Blue aux instances véganes, altermondialistes, écologistes. Il y a aussi des références à des personnages de la ville connus, comme par exemple Willy le Chaman, qui en 2011 s'était présenté candidat maire pour le XM24, qui est le squat dont on parle. Donc vous voyez, là c'est l'anneau du pouvoir de la ville de Bologne. Donc, ces fresques, cette peinture murale, ainsi que d'autres, ont été recouvertes de peinture grise. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé quand je parle de fuite, je veux dire qu'il y a des artistes, en l'occurrence Blue, qui ont évidemment un point de vue très engagé, très solitaire même, si l'on veut, et qui ont eu des réactions très fortes et auto-iconoclastes, si l'on veut, pour soustraire leur production artistique à ce qu'ils estiment être une appropriation qui ne leur convenait pas. Donc, ce qui est intéressant dans cette dynamique, ce que personnellement m'intéresse en tant que passionné du sujet, c'est que, bon là c'est une déclaration que Blue avait, c'est que le collectif Wooming, c'est un collectif d'auteurs, d'écrivains italiens très engagés à gauche, avait donné le lendemain de cette opération d'effacement des murs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, pour répondre
à celle que l'artiste perçoit comme une appropriation. L'artiste s'approprie à son tour d'un moyen que les institutions d'habitude utilisent pour contraster le phénomène de l'art urbain illégal ou de l'art urbain déplacé. Et c'est évidemment la censure. Donc c'est la censure, c'est l'effacement entières œuvres murales ou de portions d'œuvres murales. Il y a le cas de Modena, où Blue, c'était un festival et c'était un cadre parfaitement légal, autorisé, etc. Sauf que Blue avait réalisé en proximité d'une école maternelle ce géant avec une tête qui sort du pantalon, et cela ne convenait pas tout à fait au personnel de l'école et aux parents des enfants, des élèves qui allaient à l'école. Alors la mairie de Modena a prié les organisateurs du festival et l'artiste de transformer la pièce. Alors, bon, ça a été la transformation, comme vous pouvez la voir, a été celle de créer un gros sous-vêtement blanc ou une couche qui donne un aspect encore plus, si l'on veut, grotesque à la figure, qui après a été entièrement effacée. Il y a un cas très célèbre de censure lorsque Blue, il dialoguait à cette époque encore avec des institutions, et même des très grosses institutions. On avait cité tout à l'heure la Tate Modern, par exemple. Là, c'est le cas du MoCA de Los Angeles, où il avait réalisé un certain nombre de cercueils recouverts de pièces de $1, enfin de billets $1, ce qui ne convenait pas à une association de vétérans ex-militaires américains qui se trouvaient encore une fois en proximité et qui a prié le musée d'effacer ça parce que c'était une insulte à leur mémoire, à leur activité. Ou encore une fois, un troisième cas de censure, donc là, il a été effacé entièrement. Là, par contre, c'est un cas de censure qui concerne une pièce murale réalisée à Rome, dans le quartier de San Basilio. San Basilio qui avait été devenu célèbre pour des évictions de personnes qui occupaient des maisons populaires, des HLM, disons. Et Blue, il a réalisé, comme souvent se passe dans ces peintures murales, parfois les policiers sont représentés en tant que zombies, parfois en tant que robots très méchants. Là, ils étaient représentés de manière un peu orwellienne, un cochon ou un brebis. Cela n'a pas plu, encore une fois, à la mairie, à la police. Et cette portion en bas à droite de ce mur qui avait été réalisé pour la communauté de San Basilio a été effacée. Alors, donc ça, donc vous voyez là, c'est la censure qui devient autocensure dans le cas de Berlin et de Bologne. Donc, c'est une appropriation de l'artiste par rapport aux stratégies d'effacement que conventionnellement les institutions utilisent pour contraster le phénomène de l'art urbain illégal. Alors, au moment où l'art urbain devient quelque chose de, intéressant pour les institutions, les artistes qui ne souhaitent pas dialoguer avec les institutions s'auto-effacent. Donc ça, je trouve cette dynamique, c'est aussi une manière, si vous voulez, c'est peut-être une manière de se réinventer commissaire de son propre travail de la part de l'artiste, dans une action qui devient un peu aussi performatrice et qui fait évoluer aussi, on peut l'avoir comme ça, quelque chose qui existait sous une forme et qui disparaît peut-être, oui, ou continue à exister sur une autre forme, parce que peut-être dans ce passage, ce n'est pas la forme initiale et la forme finale qui comptent, mais c'est toujours le passage de l'une à l'autre qui nécessite, dans ce cas, d'être historicisé, d'être raconté. Le deuxième cas de fuite, c'est, on en a parlé, la, entre guillemets, mort du festival Fame. Donc on a vu tout à l'heure le ressenti de l'organisateur par rapport aux gains de visibilité, de consensus surtout. Oui, presque fini, je suis presque à la fin. De consensus
par rapport au festival. Donc à partir de 2011, ils ont commencé vraiment à faire n'importe quoi. Donc par exemple, Brett Downey a fait cette installation avec des ballets dans les ruelles très étroites de Grottaglie. Boris Opek, il a réalisé cette pièce sous une petite arche qui est dans le couvent abandonné. Encore une fois, Brett Downey qui a fait ça sur cette porte. C'est des portes, enfin portes entre guillemets, très typiques des villes du sud, des villages du sud de l'Italie. Nag, comme on a vu tout à l'heure à l'intérieur du couvent, elle a fait aussi dans la rue de Grottaglie une performance voilà, qui a ajouté ça dans un contexte complètement, disons, enfin, c'est une intervention totalement inappropriée et déplacée par rapport au contexte, si on veut le dire. Sam Tress qui a réalisé cette anamorphose. Et là, il y a Angelo Milano, qui est l'organisateur, qui passe sous une autre intervention de Brett Downey et qui déclare donc à la fin de la dernière édition, tout était devenu assez simple. Peindre partout, faire des vidéos, défoncer des trucs, même sous le regard des autorités. Nous avons eu beau essayer de faire des choses moches et provocatrices, mais nous n'avons gagné que du sourire et de la bienveillance. La friction des origines avait disparu. Partout en Italie et en Europe, les festivals se sont multipliés, devenant tous identiques et interchangeables. Les administrations et les politiciens ont commencé à financer leurs petits festivals et la consommation de l'observateur a commencé à se limiter à quelques clics sur Facebook. J'ai donc ressenti un manque total de sens dans ce que nous étions en train de faire. Donc ça, c'est sa déclaration et les raisons qu'il apporte à la volonté d'en finir avec le festival. Pour conclure, alors je vais résumer donc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un accompagnement et une valorisation, pardon pour le Z, déplacé, pour conserver cet hors-lieu, hors-cadre, out of place. Donc, il peut y avoir, on a vu, une approche historiographique qui permet la conservation des récits, une approche expérimentale qui permet une conservation ou une traduction de l'éthos original, une troisième approche qui est celle incarnée, située, qui vient directement des artistes, ou peut-être, ça je l'ajoute comme question ouverte, il faut tout simplement continuer à interdire de faire du street art et du graffiti pour que le street art et le graffiti continuent à exister dans sa vocation originaire. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.